Bonjour à tous, je suis Hortense Leluc et vous écoutez Décodeur, le podcast dans lequel j'échange avec des pros de la déco. Il y a plusieurs formats d'émissions qui tournent, Stylé, Archicool, Le Club ou les rencontres comme l'épisode qui va suivre dans lequel un architecte ou un designer, une marque que vous aimez ou que vous allez découvrir, un entrepreneur ou un créatif va nous parler de sa manière de travailler, de ses produits, de son savoir-faire, sa vision, ses inspirations, bref, de l'envers du décor qu'on ne soupçonne pas toujours. Et c'est ça la force du podcast, on prend le temps, on va plus loin, on décortique, on apprend, on comprend. Il y a une forme d'intimité, de complicité et d'authenticité à laquelle je tiens beaucoup. Merci d'être si nombreux à écouter. Si vous venez de découvrir le podcast, bienvenue. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Et si mon invité vous plaît, surtout n'hésitez pas à partager l'épisode en story ou à mettre 5 étoiles. Tout ça m'aide beaucoup à me faire connaître encore plus. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis au Mobilier National, une institution unique en France, rattachée au ministère de la Culture, qui existe depuis le XVIIe siècle et qui a pour mission de créer, conserver et restaurer des milliers de meubles et objets qu'on trouve dans les lieux officiels, publics et emblématiques. On parle de l'Élysée bien sûr, mais les ministères, les ambassades en France et à l'étranger. Plus qu'un simple conservateur du patrimoine français, le Mobilier National est un véritable soutien au métier d'art en perpétuant et en transmettant des savoir-faire exceptionnels et un acteur majeur de la création contemporaine. Je pourrais faire une introduction très longue pour en parler, mais le mieux est de laisser la parole à Hervé Lemoine, le président des Manufactures Nationales Sèvres et Mobilier National. Bonjour Hervé. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir. Je disais, depuis le XVIIe siècle, en fait, c'est l'ancien garde-meuble de la couronne, c'est ça ? Oui, absolument. En fait, le XVIIe siècle, on le prend souvent comme date de référence, et notamment 1604, tout début XVIIe siècle, sous Henri IV, qui va en quelque sorte organiser cette administration de la maison du roi, comme on disait à l'époque. Mais la mission elle-même, cette mission d'ameublement des palais de nos monarques, en fait, elle est même antérieure. En fait, c'est une pratique qui date du XIIIe siècle, à l'époque où la cour de France est itinérante. Il n'y a pas un château royal dans lequel demeure le roi en permanence. Le roi passe de maison en maison, de château en château, et nous connaissons tous les beaux châteaux de la Loire qu'il occupait à tour de rôle. Mais ces châteaux, ils étaient vides, en fait. Ils n'étaient jamais meublés en permanence. Et donc, le roi était précédé par une administration, par un service de sa maison, qui, avec des chariots, apportait des mobiliers, de l'argenterie, des tapisseries, et meublait le château royal pour l'arrivée du roi et de la cour. Et ça va durer du XIIIe au XVIIe siècle, effectivement, disons même à la fin du XVIe siècle, où la cour de France va se sédentariser, d'abord au Louvre, évidemment, qui va être le grand château royal, et puis à Versailles, évidemment, avec Louis XIV, dans la seconde partie du XVIIe siècle. Et donc, cette administration, ce service de la maison du roi, donc a plusieurs siècles d'existence, et sa mission va un petit peu évoluer à partir du moment où la cour devient sédentaire, et c'est pour ça que c'est vrai qu'on prend souvent comme époque de référence le XVIIe siècle, et notamment le tout début du règne avec Henri IV, parce que la mission va être là non plus de meubler de façon temporaire les châteaux royaux, mais au contraire, ça va être de les meubler d'une façon permanente, puisque le roi gardera beaucoup de demeures, évidemment. Il y en aura une majeure, donc une nouvelle fois le Louvre à une époque, et puis Versailles après. Mais le roi aura toujours d'autres châteaux, Vincennes, Saint-Germain, et beaucoup d'autres demeures encore, qui devront être meublés en permanence. Fontainebleau, bien entendu, un autre grand château royal, voilà. Et donc là, la mission vraiment de ce garde-meuble royal, ça va être vraiment de susciter de la création de nouveaux mobiliers, de nouvelles tapisseries, de nouveaux objets, de façon à meubler de façon permanente toutes ces grandes demeures du roi.
Ok. Alors, le Mobilier National a vraiment plusieurs missions. Peut-être on va les balayer une à une. La première, qui est la grande mission, qui est donc de décorer et de meubler toutes les résidences publiques. Je crois que vous parlez d'une collection de plus de 130 000. Il y a combien? Et je disais des meubles et objets? Oui, absolument. Donc cette tradition monarchique d'ameublement des palais royaux est devenue une tradition ou une mission impériale sous l'Empire au XIXe siècle. Et aujourd'hui, c'est une mission républicaine, je dirais, une mission pour la communauté nationale. Nous avons effectivement cette charge tout à fait intéressante d'aménager tous les lieux officiels de la République. Vous l'avez évoqué, la présidence de la République et toutes les résidences des présidents de la République, mais également l'hôtel de Matignon, les ministères, les ambassades de France à l'étranger, c'est-à-dire tous ces endroits où le pouvoir je dirais, doit être représenté, mis en scène. Il y a toujours cette idée en France que, et c'est un héritage de l'Ancien Régime bien sûr, que les lieux d'exercice du pouvoir doivent être un moyen de montrer un des domaines d'excellence de notre pays, qui est celui des arts décoratifs et de la création de mobilier, mais pas que de mobilier, effectivement, de tapisseries, de tapis de la savonnerie, et puis de pièces de Sèvres pour ce qui est des services de table, etc., etc. Et évidemment, au fil du temps, depuis maintenant près de 400 ans que nous faisons cette mission de façon continue, des collections considérables ont été constituées et elles représentent, comme vous le disiez, à peu près 130 000 œuvres ou pièces, sachant que beaucoup de ces œuvres et de ces pièces ne sont fort heureusement pas dans nos réserves, mais sont en activité, si j'ose dire, dans les ministères ou les ambassades, comme je le disais, où se trouvent être aussi, pour certaines d'entre elles, déposées dans ces grands châteaux royaux, Versailles, Fontainebleau, le Louvre, Saint-Germain-en-Laye, Écouen, enfin bref, énormément de ces demeures royales, qui sont d'ailleurs ouvertes à la visite, qui sont ces grands châteaux-musées, bénéficient, comme l'on dit, des dépôts du mobilier national. Oui, c'est ça. Il y a deux types de biens. Il y a ceux qui sont, en fait, qui meublent, on n'a pas accès à l'ameublement des résidences d'État. Et il y a aussi tous ceux qui sont exposés au public pour Absolument. faire rayonner. Totalement. Et je vous dis, la façon dont nous concevons notre mission, que ce soit pour l'ameublement des résidences d'État, comme vous le dites, enfin, ou des lieux officiels de la République, ou d'une façon beaucoup plus muséale dans les grandes résidences royales ouvertes au public ou dans les musées. Et d'ailleurs, j'ai cité les grandes résidences royales de Paris ou autour de Paris, mais je pourrais citer beaucoup d'autres résidences ou de grandes demeures ouvertes à la visite au public. Récemment encore, nous étions au château de Biron en Dordogne, au château de Duras, qui est également, alors je crois que c'est à la limite de la Dordogne et du Lot-et-Garonne, je ne veux pas faire de gaffe, mais en tout cas, ces grands châteaux, magnifiques châteaux qui sont ouverts au public, sont meublés par nous, ont été meublés par nous dans le cadre d'un partenariat qu'on a passé avec les collectivités territoriales qui ouvrent ces châteaux aux visiteurs. Mais nous avons aussi la Villa Cavrois, l'hôtel de la Marine à Paris, vous savez, qui était l'ancien garde-meuble royal d'ailleurs en fait, a été également à bénéficier de beaucoup de dépôts. Voilà, donc on a vraiment cette idée que notre mission, c'est de montrer toujours l'excellence des savoir-faire français dans le domaine des arts décoratifs, qui est quand même un des soft power français les plus extraordinaires qui soient, puisque pour tous ceux qui ont la chance de voyager, d'aller visiter des grands musées partout dans le monde, il y a toujours un département d'art décoratif français. Voilà, avec du mobilier du XVIIIe siècle, avec du mobilier du XVIIe siècle, avec du mobilier autre époque, avec du mobilier du XIXe, du mobilier art déco, enfin les arts décoratifs français à travers le mobilier notamment et tout ce qui concerne l'ameublement est vraiment un élément très très prestigieux de notre patrimoine et de nos savoir-faire, et donc on trouve dans notre mission aujourd'hui encore les moyens de montrer que cette histoire est une histoire qui se poursuit, ne s'est pas arrêtée au XVIIIe siècle en quelque sorte. Et c'est une particularité française ou il y a ça par exemple en Angleterre?
là où il y a plusieurs qui ont plusieurs. Alors, lieux c'est aussi. un peu une particularité française dans le sens où il y a toujours eu un lien très fort avec la création contemporaine. De façon un petit peu schématique, peut-être, je pourrais dire que dans la plupart des pays d'Europe où nous avons toujours des monarchies, nous n'avons plus d'établissements comparables aux nôtres, c'est-à-dire que nous avons des établissements qui sont vraiment des garde-meubles au sens strict du terme, donc qui conservent les meubles de la couronne ou les meubles qui servent aux souverains dans leur palais, et qui peuvent bénéficier d'ailleurs de restauration. Il y a des ateliers de restauration qui interviennent pour entretenir ce patrimoine, mais il n'y a plus de création contemporaine, c'est-à-dire que ces garde-meubles royaux qui existent partout en Europe où il y a encore des monarchies, n'ont pas de lien avec la création contemporaine. Alors que nous, la particularité que nous avons, mais qui est une particularité qui est inscrite dans l'histoire même du garde-meuble royal, ça a été toujours de dire il faut que l'on soutienne et que l'on favorise la création la plus contemporaine dans les arts décoratifs. Parce que nos monarques, comme nos empereurs et peut-être comme nos maintenant présidents, ont toujours eu cette idée que, en tout cas nos monarques et nos empereurs, ça c'est une certitude, que la représentation de leur pouvoir ne pouvait se faire que dans l'ultra-contemporanéité, en quelque sorte. Louis XV, il veut être dans du Louis XV, si je suis schématique. Il ne veut pas être dans du Louis XIV, qui était le style de son grand-père. Louis XVI, il veut être dans du Louis XVI. Napoléon Ier veut être dans du Napoléon Ier. Et Napoléon III, on va lui créer un style nouveau qui sera du Napoléon III. Voilà. Donc il y a toujours eu cette idée en France, et qui est très très particulier à notre pays, que une nouvelle fois, le siège du pouvoir devait être également un lieu d'exposition, de monstration des savoir-faire les plus contemporains. Ça, c'est très particulier parce que dans d'autres pays ou dans d'autres civilisations, au contraire, la continuité dynastique fait que souvent le souverain va marquer sa légitimité dans le fait qu'il s'installe dans les meubles de ses aïeux, si j'ose dire. Voilà. En France, il n'y a pas du tout ce sentiment-là. Il y a un sentiment dynastique très fort, mais qui s'attache à d'autres symboles, mais pas à celui du décor et du mobilier. Au contraire, jusqu'à la fin du XIXe siècle, on peut le dire, on ne conçoit le pouvoir que s'incarnant une nouvelle fois ou s'exerçant que dans un décor qui est celui du temps présent et pas du tout celui du temps passé. Et ça, c'est un exercice qu'on doit faire, un peu un exercice mental que l'on doit faire, parce que quand on visite Versailles ou le Louvre, on a l'impression qu'on se dit, ben oui, nos ancêtres, nos monarques aimaient donc le grand style et le style que nous considérons comme ancien. Mais il faut bien voir que non, pour eux, c'était le style très contemporain, c'était de l'ultra-contemporain. Et une nouvelle fois, quand un monarque accède au pouvoir, ou quand nos empereurs accèdent au pouvoir, le garde-meuble royal ou impérial n'a de cesse que de favoriser la création d'un nouveau style qui va incarner le nouveau monarque. Voilà. Donc c'est pour cela que nous sommes très particuliers, que cette institution est très, très unique, et je crois pouvoir dire presque unique au monde, parce que nous avons conservé cette mission donc, d'aménagement des lieux officiels, nous avons constitué des collections très importantes que nous restaurons, et nous avons des ateliers de restauration, de bronze, de meubles, de tapisseries qui sont parmi les meilleurs qui existent en France, bien sûr. Mais nous avons aussi des manufacturiers et des ateliers qui travaillent avec les artistes contemporains, avec des designers contemporains, pour créer ce qui sera le patrimoine de demain, mais toujours dans cette idée qu'on doit d'abord servir la création contemporaine. Et ça, c'est très, 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 très singulier. J'étais il y a très peu de temps encore en Chine, où il y a finalement, avec les empereurs de Chine, la cité interdite, un système de cours qui finalement était très proche du nôtre, mais dans son fonctionnement. Mais la grande différence, c'est qu'en Chine, les empereurs de Chine restaient dans un décor immuable qui était celui de leur dynastie. Et le décor de la cité interdite, par exemple, ne changeait que quand il y avait un changement de dynastie, donc tous les X siècles. Voilà.
Chez nous, c'est pas du tout le même fonctionnement. Et même par rapport aux monarchies européennes, c'est pas du tout non plus la même chose. Donc, ce qui fait que nous sommes effectivement assez singuliers, avec, je vous dis, un pied dans le passé, avec ce patrimoine extraordinaire que nous entretenons, mais aussi un pied dans l'avenir et dans le présent, avec toutes ces créations contemporaines que nous réalisons. Si on transpose là dans le présent, par exemple, à l'Élysée, et dans les ministères, j'imagine que ça bouge moins dans les ministères, mais le président de la République, il arrive à l'Élysée, est-ce qu'à chaque fois, il bouge un peu tout? Comment ça se passe? Alors, pas forcément. Et d'ailleurs, vous avez dû remarquer que je parlais souvent de nos monarques et de nos empereurs comme étant ceux qui ont le plus cherché à ce qu'un nouveau décor, un nouveau style soit créé pour illustrer ou accompagner, je dirais, leur règne. De façon très amusante et contre-intuitive d'une certaine façon, c'est la République qui va plutôt figer les choses, si vous voulez. C'est-à-dire que quand la Troisième République, après Sedan, et donc dans les années 1870, enfin après 1870, quand la Troisième République s'installe et succède au Second Empire, curieusement, elle ne va pas du tout chercher on ne va pas du tout chercher à créer un nouveau style, en quelque sorte, mais au contraire, on va aller puiser dans notamment le style Louis XV, ce qui va être considéré comme étant le plus à même de représenter l'exercice du pouvoir. Et le bureau d'un ministre de la Troisième République, c'est un espèce de cliché presque, c'est le bureau Louis XV. Voilà. Ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Aucun ministre de Napoléon III n'aurait pensé prendre un bureau Louis XV pour, je dirais, comme table de travail. Voilà. Il attendait que le garde-meuble impérial lui fournisse quelque chose de contemporain. C'est la Troisième République. Alors, on peut faire après ça beaucoup d'analyses sur le sujet. Moi, je pense que parce que la Troisième République, quand elle s'installe, elle se sent encore un peu illégitime. Elle est d'ailleurs encore très contestée par à la fois des mouvements monarchistes, légitimistes, par des mouvements aussi impérialistes. Enfin bon, bref. Et je pense que le fait de s'installer finalement dans les ors de la monarchie, et à l'époque où la monarchie française est d'ailleurs à son apogée, donc l'époque de Louis XV, qui est une époque très rayonnante en termes d'art décoratif et de beaux-arts, c'est une façon pour peut-être la Troisième République de se parer, si vous voulez, ou d'essayer d'acquérir une forme de légitimité aux yeux de ces citoyens récemment convertis à l'esprit républicain. Donc tout ça pour dire que tout à la fin du XIXe siècle et tout le XXe siècle, les ors du pouvoir, comme on le dit souvent, les ors de la République, ce sont les ors monarchiques. Mais ce qui est une interprétation tout à fait récente de la façon dont la monarchie elle-même ne se pensait pas d'une certaine façon. Donc c'est ça qui est très paradoxal. Alors, pour répondre à votre question, non, on a connu une très très longue période assez conservatrice d'une certaine façon en termes d'ameublement, en tout cas des lieux officiels de la République, et notamment de l'Élysée, où donc on a mis du mobilier du XVIIIe siècle, parce qu'on considérait que c'était ce qui allait le mieux avec la représentation du pouvoir. Et il y a eu quand même quelques présidents qui ont donné des petits coups de griffe, si j'ose dire, et des petits coups de modernité. Peut-être les premiers, les moins connus, sont les Auriol. Voilà, le président Auriol. Alors, il n'a pas le même pouvoir que nos présidents de la Ve République. C'est un président de la quatrième, donc il a un Premier ministre qui est le président du Conseil, qui exerce la réalité du pouvoir exécutif. Mais le président de la République de la quatrième habite l'Élysée et a une fonction de représentation importante. Et Auriol et sa femme, Jacqueline Auriol, vont incarner une forme de modernité. Jacqueline Auriol sera d'ailleurs une icône de la mode. Elle va être très, très, très toujours à la pointe de la plus grande élégance. Donc, Vincent Auriol et Jacqueline Auriol vont commander au Mobilier National un réaménagement complet du premier étage du Palais de l'Élysée et également du château de Rambouillet, qui est souvent la résidence où l'on loge les souverains étrangers ou les chefs d'État étrangers qui viennent en France. Et ils vont commander ou demander au Mobilier National de faire appel à des créateurs contemporains, donc des années 50 évidemment, Leleu, Moreux, Gagnère, enfin voilà, des gens comme ça, pour
aménager quelque chose de très contemporain à l'époque. Donc ce sont les premiers qui vont déroger à cet esprit très traditionnel ou traditionnaliste qui a prévalu jusqu'alors, et en introduisant ces décors tout à fait modernes pour l'époque. D'ailleurs, on en a fait même une exposition au Mobilier National il y a 3 ans de cela, avec Vincent Darry, une exposition qui s'appelait Le Chic, et qui est une exposition qui rendait hommage à ce style un peu méconnu maintenant des années 50, qui est très... Donc c'est pas du tout de l'art déco, hein, c'est un peu différent, et qui est un style très élégant, très moderne aussi, avec des associations de matériaux tout à fait intéressants, du parchemin avec des bois clairs, encore du galucha avec du cuir gainé sur les meubles. Enfin bref, c'est très raffiné, c'est très sophistiqué, mais les lignes sont assez contemporaines quand même. Enfin bref, c'est un style particulier auquel on a rendu hommage, et les Orioles ont été vraiment à l'origine de cette première petite entorse à une tradition, entre guillemets, républicaine qui voulait qu'on s'installe dans de Louis XV. Et puis, les autres, évidemment, grands introducteurs de la modernité à l'Élysée, ce sont les Pompidou. Voilà. Alors, les Pompidou, avec notamment les commandes faites, là encore, par le truchement, je dirais, du mobilier national, à Pierre Paulin notamment. Et les Pompidou vont installer dans les appartements privés, j'insiste là-dessus, vous verrez pourquoi je le fais, ont installé dans les appartements privés des créations de Pierre Paulin. Et il y aura une salle à manger, qui est toujours à l'Élysée d'ailleurs actuellement. Il y aura un fumoir, une galerie d'exposition pour des tableaux, et également une autre pièce qui aura été aussi décorée par Agam, et qui est une pièce qu'on peut voir, alors là le centre Pompidou est fermé pour des travaux, mais qu'on pouvait voir au centre Pompidou. Donc il y avait plusieurs pièces de l'appartement privé, du rez-de-chaussée, du président de la République et de Madame Pompidou, qui étaient totalement, alors là, révolutionné par l'introduction d'un merveilleux, extraordinaire créateur qui est Pierre Paulin, avec lequel d'ailleurs le Mobilier National a travaillé pendant des décennies. Voilà. Alors là, vraiment, les Pompidou, c'est la modernité assumée après les Orioles. Bon. Et l'histoire a reconnu et a retenu les Pompidou, mais c'est pour ça que je veux faire un petit hommage aux Orioles, parce qu'en réalité, ce sont les premiers qui ont eu cette attitude ou ce choix, qu'on fait ce choix très, très, très nouveau. Quand le président Giscard d'Estaing arrive, là, non, il est dans le grand classicisme. Le président Giscard d'Estaing, il n'aime que le XVIIIe siècle. Donc on démonte tous les décors de Pierre Paulin, à l'exception donc de la salle à manger qui demeure sur place. Le fumoir et la galerie des tableaux retournent dans les réserves du Mobilier National. L'autre pièce de Agam donc, est transportée, si je veux dire, pour être exposée au centre Pompidou. Et à partir, on peut dire, à partir du président Giscard d'Estaing, on revient dans une appréhension plutôt un ameublement assez classique, qui va, cela étant, connaître quelques exceptions notables sous François Mitterrand, qui lui aussi apprécie beaucoup Pierre Paulin, et donc pour son second septennat va commander au garde-meuble de la République, donc au Mobilier National, va lui commander un nouveau bureau. D'ailleurs, un ensemble aussi de canapés, de mobilier pour être dans le grand salon doré de l'Élysée, qui est le salon un peu, le bureau d'apparat du président de la République, en quelque sorte. Et également, François Mitterrand va souhaiter à ce que dans les appartements privés de l'Élysée, on fasse des interventions plus contemporaines avec d'autres artistes. Et donc, il y aura Cécile Sport, il y aura d'ailleurs des peintures tout à fait extraordinaires qui sont toujours d'ailleurs dans ces appartements privés de Garouste. Voilà, François Mitterrand va, de toute évidence, là, pour l'appartement privé et également pour donc le grand bureau d'apparat du président, va faire des commandes ou va demander à ce qu'il y ait quelques commandes nouvelles pour illustrer un esprit beaucoup plus contemporain. Jacques Chirac reviendra sur un ameublement beaucoup plus classique, et ses successeurs aussi, jusqu'au président Macron, où là,
là, le président a véritablement souhaité, et c'était aussi un souhait partagé avec son épouse, avec Brigitte Macron, a souhaité, alors non pas qu'on intervienne sur l'appartement privé, sur lequel d'ailleurs je dois dire on n'a absolument rien fait, donc il est resté dans l'état dans lequel il était auparavant, il doit être un peu défraîchi d'ailleurs, mais bon, c'est un choix. Donc l'appartement privé est resté tel qu'il était, mais pour ce qui est de la partie la plus ouverte de l'Élysée, les grands salons de réception notamment, la salle des fêtes, la grande salle à manger, le jardin d'hiver, et puis une nouvelle fois les grands salons du rez-de-chaussée qui sont vraiment la partie publique en quelque sorte de l'Élysée, il a souhaité renouer avec cette tradition qui était de montrer la création contemporaine. Voilà. En gardant évidemment quelques pièces qui sont iconiques du décor et de l'ameublement de l'Élysée, il n'était pas question de tout changer, bien sûr, mais néanmoins, on peut dire que j'ai eu cette immense chance d'avoir une sorte de carte blanche, je dirais, pour introduire la modernité, la contemporanéité dans le décor des grands espaces publics de l'Élysée. Voilà. Donc ça a été une chance extraordinaire, c'est une chance extraordinaire, et ça a permis d'introduire beaucoup de jeunes créateurs, designers, architectes d'intérieur français, vivants bien sûr, de façon à faire de l'Élysée de nouveau, comme on souhaite le faire pour nos ambassades, des lieux qui sont des lieux d'exposition de l'excellence et de la vivacité de la création française dans le domaine des arts décoratifs. Donc, vous voyez, voilà, selon les époques, on a connu plus ou moins de bonnes ou de mauvaises fortunes, entre guillemets, et on a répondu, je dirais, aux souhaits de ceux qui, je dirais, en quelque sorte, se représentaient ou avaient une certaine image, peut-être, de la façon et du cadre dans lequel, en tout cas, l'exercice du pouvoir pouvait se faire. Ouais. Vous nous disiez tout à l'heure que le choix d'un meuble, finalement, peut être un peu politique. Il y a un enjeu d'image, j'ai l'impression. Est-ce que vous avez un exemple où une pièce de mobilier a eu un effet lors d'une rencontre ou d'un événement international, par exemple ? Alors, c'est difficile à dire. C'est vrai que le choix, je pense, d'un mobilier ou d'un aménagement peut être le choix, qui est un non-choix d'ailleurs, de s'inscrire dans la tradition historique supposé d'un lieu en disant voilà, le palais de l'Élysée est un palais 18e, on va le meubler en 18e. J'ai presque envie de dire c'est un non-choix. Là, c'est une sorte d'évidence, ou en tout cas, voilà. Après, effectivement, le choix des Auriol, le choix des Pompidou, le choix de François Mitterrand ou du président Macron, ça a été, alors de façon différente, mais de vis-à-vis de leurs interlocuteurs ou hôtes étrangers, ça a été délibérément de vouloir montrer une image de la France qui ne soit pas que l'image d'un magnifique musée ou d'un pays uniquement inscrit dans une forme de tradition et de conservatisme. Donc c'est en cela que je peux dire qu'il y a vraiment une conception peut-être un peu différente de la part de ces grands chefs d'État qui ont considéré qu'une nouvelle fois, la France ne devait pas... Alors elle devait être très fière de son patrimoine et de son histoire, bien sûr, et de cette très longue tradition que nous avons dans le domaine des arts décoratifs, mais néanmoins que cette histoire et que cette tradition, c'était pas une histoire révolue, quoi, en quelque sorte. Je crois que c'est ça le sens politique. Alors après, il y a parfois des images amusantes. Il y a une image qui avait à un moment donné, qui avait beaucoup tourné sur le net notamment, qui était une image de Boris Johnson qui avait été reçu à l'Élysée et qui avait ostensiblement mis les pieds sur une très jolie table basse en bronze d'un designer d'aujourd'hui. Je crois que c'était une table d'Eric Schmidt. Il faudrait vérifier, mais enfin, peu importe. Et alors, je sais que ça avait un peu défrayé la chronique et on avait considéré que quand même le Premier ministre anglais était fort peu respectueux, je dirais, et de la qualité voilà, du mobilier et de l'endroit dans lequel il se trouvait et du
voilà, que son attitude n'était pas très conforme quand même à ce qu'on pouvait attendre d'un Premier ministre anglais. Voilà. Donc, c'est des petites anecdotes comme ça de temps en temps où soudain le mobilier fait irruption, je dirais, dans la grande histoire, voilà, d'une certaine façon. Après, il y a d'autres moments qui sont des moments particuliers. Par exemple, quand il y a eu les 70 ans, l'anniversaire des 70 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une grande cérémonie, évidemment, en Normandie. C'est la dernière fois, je crois, que la reine d'Angleterre est venue en France. Et pour cela, on lui avait aménagé, au château de Bénouville, on lui avait aménagé un petit appartement où elle pouvait résider ainsi. Et cet appartement, on a fait un petit clin d'œil, je crois, auquel elle a été sensible. C'est qu'on y avait mis un bureau de la reine Victoria, c'est-à-dire un bureau qui est dans nos collections, mais qui avait été acheté au XIXe siècle, quand la reine Victoria, en 1853 ou 54, quelque chose comme ça, était venue rendre visite à Napoléon III. Et comme je vous le disais, vous voyez, à l'époque, le réflexe, c'est un réflexe de modernité en France. La reine Victoria vient visiter Napoléon III, on commande du mobilier contemporain. Et donc, on commande un mobilier auprès d'un très grand fournisseur de l'époque qui s'appelle Sormani, un très beau bureau, alors qu'on considère aujourd'hui comme très Napoléon III, comme style, mais à l'époque, c'est très contemporain. Et donc, pour vous dire, quand la reine d'Angleterre est revenue ou est venue en France pour ce 70e anniversaire de la libération et de la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a fait ce petit clin d'œil auquel elle était très, très sensible en mettant dans son bureau le bureau de son aïeule, la reine Victoria. Voilà. Donc, on fait des petites touches comme ça, des petits clins d'œil qui sont saisis ou pas saisis par les hôtes de prestige qui fréquentent ces lieux. Une dernière petite anecdote, et là je sais que le symbole ou le signe a été perçu, quand le président Xi Jinping, donc le président chinois, est venu en visite officielle en France, la dernière fois qu'il est venu, dans le vestibule d'entrée de l'Élysée, on avait disposé volontairement de magnifiques pièces que nous avons, qui sont des porcelaines chinoises, mais qui ont été importées en France au XVIIe siècle et qui ont été montées en bronze, ce qui était un grand classique de l'époque. À l'époque, en France et en Europe, on ne maîtrise pas encore la technique de la porcelaine. Donc on importe des porcelaines de Chine et souvent on les monte avec des montures de bronze, c'est ce qu'on appelle la porcelaine montée. Et donc, on avait mis ces deux magnifiques pièces de porcelaine chinoise avec des bronzes français, des bronzes montés français. On trouvait que c'était un très joli symbole de rencontres possibles entre nos deux pays. Et je sais que le président de la République, à qui nous avions fait passer l'information, avait apprécié la chose avec son homologue chinois. Ok, donc là, c'était toute la première mission qui était donc meublée et décorée. Et alors maintenant, il y a quand même toute une partie qui est la création pour le compte de l'État des œuvres textiles et du mobilier. Donc il y a l'ARC, c'est ça, qui est l'atelier de recherche et de création, qui est intégré au mobilier national ? Oui, absolument. Alors l'atelier de recherche et de création, il a été créé en 1964 par André Malraux, à l'initiative d'André Malraux, au sein du Mobilier National, alors pour un objectif bien particulier, qui était que André Malraux se désespérait à l'époque que le design, la création, l'innovation en termes de mobilier ne soit le fait que des Italiens. Voilà. Il y a un grand mouvement de création de mobilier dit design, c'est-à-dire fonctionnel. C'est une approche un peu différente de l'aspect décoratif qui se déploie beaucoup en Italie, en Europe du Nord aussi. Et du coup, André Malraux se dit il faut absolument aider les créateurs, les designers français à se convertir au design, ce qu'ils ne font pas parce que l'industrie de l'ameublement en France est encore très traditionnelle et on fabrique encore des buffets néo-bretons ou on fait encore du néo-provençal, on fait beaucoup de régionalisme, de mobilier régionaliste. Bon, ce qui était un peu une erreur. Enfin,
le futur a montré que c'était un peu une erreur, parce qu'il y allait avoir une déferlante effectivement d'un autre style, et que le souhait d'André Malraux avec la création de l'Arc, c'était d'acculturer les créateurs français au design. Donc, le fonctionnement que nous avons toujours conservé, c'est que nous faisons l'acquisition de plans, de projets auprès de designers, et nous développons dans notre propre atelier, nos propres ateliers de l'Arc, nous développons leurs projets en relation permanente avec eux. On a un atelier métal, un atelier bois et un atelier ce qu'on appelle matériaux composites, puisque surtout dans les années 70, on a utilisé énormément de matériaux composites, vous savez, des mousses expansées, du coriandre, d'ailleurs des polluants qu'on n'utiliserait plus aujourd'hui, mais bon, à l'époque, on le faisait. Et on s'est rendu compte que cette politique peut-être de développement de projets qu'on achetait sur plan en quelque sorte, ou d'appel à projets que l'on faisait aussi. Peut-être j'en dirai un mot tout à l'heure sur certains grands projets comme celui de la Bibliothèque nationale par exemple. Donc n'était peut-être pas suffisant pour aider aussi les jeunes créateurs, parce qu'on a une capacité de production qui est limitée, hein, évidemment, c'est quelques pièces par an, quelques dizaines de pièces par an. Et donc, on a décidé, mais c'est assez récent, de mener une campagne d'acquisition de pièces de jeunes créateurs designers. Une campagne d'acquisition qui complète en quelque sorte les acquisitions que nous faisons toujours d'un point de vue, je dirais, ordinaire en quelque sorte, pour évidemment compléter nos collections et répondre aux goûts et aux nécessités surtout d'ameublement plus contemporain. Mais la campagne dont je vous parle là, qui existe maintenant depuis 5 ans, est une campagne qui est vraiment destinée à essayer d'aider des jeunes créateurs qui font ce qu'on appelle de l'auto-édition, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore dans les grandes maisons d'édition de mobilier, hein, qui sont en quelque sorte des artisans eux-mêmes, voilà, et qui vont produire une pièce, 2 pièces pour commencer à se faire connaître ou reconnaître. Et donc on a compris que le fait que nous, Mobilier National, nous puissions acquérir quelques pièces de leur création et que nous les exposions comme nous le faisons chaque début d'année, ça sera le cas bientôt au mois de janvier, où on va montrer toute cette campagne d'acquisition de jeunes créateurs, et on invite la presse la plus large possible à venir découvrir leur création. C'est un accélérateur pour eux formidable, c'est une reconnaissance formidable institutionnelle, et donc ça vient compléter ce dispositif de soutien à la création que nous avons développé grâce à l'Arc, grâce à nos acquisitions ordinaires, et là aujourd'hui grâce à ces campagnes très ciblées de jeunes créateurs en auto-édition, et on est exigeant d'eux, entre guillemets, en tout cas dans le cahier des charges qui leur est donné. Ce sont des pièces qui sont, de toute manière, doivent être en série limitée, pas plus de 8 exemplaires, donc on reste sous le régime de l'œuvre d'art en quelque sorte. Et également, il faut qu'évidemment ces pièces soient extrêmement, je dirais, nouvelles, innovantes en termes de forme, en termes de matériaux, en termes de recherche. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est une campagne d'acquisition qui se distingue de notre campagne ordinaire, où l'on va acheter du mobilier de très grande qualité, et du mobilier qui témoigne aussi de beaucoup de création ou d'inventivité. Mais néanmoins, c'est du mobilier qui est, je dirais, fabriqué par des grandes maisons d'édition qu'on connaît bien, Ligne Roset, Roche-Beaubois, ou d'autres galeries ou maisons d'édition françaises. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut distinguer les deux modes d'acquisition, ou les deux façons dont nous soutenons en tout cas l'édition française et la création française en termes notamment de mobilier. Oui. En tout, grosso modo, il y a combien de nouveautés au catalogue, je dirais, dans vos collections ? Alors écoutez, on peut considérer que chaque année, au titre de cette campagne d'acquisition
de mobilier de création, je dirais, haute créateur. C'est une 50aine de pièces, généralement, que nous allons acquérir. Pour ce qui est des éditions ou des acquisitions, qui correspondent à notre programme d'acquisition régulier pour répondre une nouvelle fois à nos missions, à l'exécution de nos missions, c'est quand même plusieurs centaines de pièces. Voilà. Et il faut ajouter à cela les créations de nos propres ateliers et manufactures. Donc il y a des créations de l'Arc, donc on l'évoquait. Il y a au moins une dizaine, voire une quinzaine de pièces créées par l'Arc chaque année. Il y a aussi évidemment les créations de tapisseries, de tapis de la Savonnerie, puisqu'il y a la manufacture des Gobelins, il y a la manufacture de Beauvais, puisque, évidemment, ce que je n'ai pas encore dit, c'est que le mobilier national, donc ancien garde-meuble, s'est enrichi, si j'ose dire, ou augmenté depuis les siècles par le fait qu'on lui ait adjoint les manufactures et ateliers royaux également, qui travaillaient pour la couronne. Donc, le plus célèbre d'entre eux était probablement l'atelier donc, de création de tapisserie des Gobelins. Donc il y a également aujourd'hui, nous créons également aujourd'hui, tous les ans, de nouvelles tapisseries des Gobelins, mais avec des créateurs contemporains, une nouvelle fois, on ne fait pas de pastiche ancien. Il y a donc la manufacture de Beauvais aussi, donc il y a des tapisseries de Beauvais. Et puis, nous avons des ateliers de dentelle au Puy, à Alençon. Enfin, voilà. Donc tout cela, ça fait quand même peut-être un bon millier de pièces nouvelles, toutes techniques confondues. Et il faudrait évidemment ajouter maintenant les créations de Sèvres, de l'autre grande manufacture royale qui est donc réunie au sein de notre établissement des manufactures nationales, donc la manufacture de Sèvres qui évidemment produit alors elle de 5 à 7 000 pièces par an. C'est une manufacture dont la nature même de la production fait qu'on est sur des unités ou des nombres d'unités beaucoup plus importants. Oui, mais donc vous là, ça fait beaucoup de... vous assurez l'entretien, la restauration, faites un inventaire, vous enrichissez sans cesse, vous mettez en valeur, vous inspectez tout ça. Comment vous gérez un patrimoine qui est gigantesque? Comment vous hiérarchisez, je dirais, ce qui doit être restauré, conservé, créé ou mis un petit peu de côté, plus dans l'ombre? C'est vrai que vous avez tout à fait raison. C'est une des questions majeures que l'on doit se poser en permanence, c'est la priorisation de nos interventions. Alors, peut-être que mon expérience antérieure, puisque j'ai été directeur des archives et que dans les archives publiques, on ne cesse de devoir prioriser, je dirais, trier, classer, voire éliminer d'ailleurs des archives ou des documents dont on pense qu'ils n'auront aucun intérêt pour la connaissance historique dans le futur et qui n'ont pas d'intérêt en termes administratifs à être conservés, de façon à éviter d'être noyé par une marée d'informations dont on n'arriverait plus à distinguer les vraies, pour le coup, les vraies informations ou pour le coup, les vraies pièces importantes. C'est un petit peu la même méthode qu'on emploie ici, c'est-à-dire que face à ces gigantesques collections, on essaye de prioriser nos interventions en faveur, j'ai envie de dire, des meubles ou des objets ou des tapisseries dont on sait qu'elles ont une importance historique très importante, qu'elles représentent un chaînon essentiel de la compréhension de la création dans le domaine des arts décoratifs, qu'elles peuvent encore d'ailleurs tout à fait servir dans le cadre de nos missions d'ameublement parce que ça correspond à un goût où on voit bien l'usage qu'on peut en avoir, en tout cas dans le cadre de nos missions ordinaires d'ameublement. Bref, il y a tout un certain nombre de critères comme ça qui fait qu'on va passer au tamis l'ensemble de nos collections et déterminer des plans d'action raisonnés, une nouvelle fois en tenant compte aussi évidemment de l'état sanitaire des biens, certains nécessitant des interventions en urgence, notamment par exemple je pense beaucoup aux créations textiles, quand il s'agit de tapisserie ou de tapis de la Savonnerie, il faut, si on a une infestation de
de petites bébêtes qui viennent manger la laine, il faut intervenir très rapidement, pour ne vous citer qu'un exemple caractéristique. Je pourrais vous citer un exemple d'ailleurs un peu historique, si j'ose dire, ça a été celui du grand tapis de Notre-Dame. La cathédrale Notre-Dame, quand elle a brûlé, hélas, ce qui l'a sauvée des flammes, c'est l'eau. C'est les tonnes d'eau qu'on a pu déverser. Mais hélas, ces tonnes d'eau se sont déversées aussi sur le magnifique tapis de chœur de Notre-Dame, qui est un tapis de la Savonnerie, donc sorti de nos ateliers il y a maintenant près de 200 ans. Un tapis qui fait 27 mètres de long par 10 ou 12 mètres de large, donc il doit peser 1 tonne, quelque chose comme ça. Alors trempé d'eau, il devait en peser 2 ou 3 tonnes. Et on savait que si on n'intervenait pas rapidement pour le sortir de la cathédrale et pour le sécher, et pour le nettoyer, il risquait de pourrir véritablement. Voilà. Or, ce tapis est un chef-d'œuvre absolu, commandé sous Louis XVIII, réalisé et achevé sous Charles X, qui a été d'ailleurs le tapis qui a été pour la première fois déployé dans la cathédrale Notre-Dame pour le baptême du fils du roi Louis-Philippe. Donc, bref, historiquement, c'est un tapis qui a été le témoin des grandes heures de Notre-Dame, en tout cas au XIXe et au XXe siècle. Et donc, il fallait vraiment le sauver. Donc, on est intervenu très rapidement, on l'a sorti, on l'a emmené avec des grues, parce qu'il pesait près de 3 tonnes, donc dans nos ateliers dans le sud de Paris. Et là, on a fait tout un système pour le mettre en suspension. Alors, 3 tonnes de tapis en suspension, ce n'est pas un exercice facile, de façon à ce que l'air puisse circuler en dessous. On a mis des souffleries, enfin bref, etc., pour d'abord le sécher, ce qui a été fait en quelques jours, heureusement, et après pour le restauré, puisqu'il y avait quand même eu, évidemment, des parties abîmées par l'eau, abîmées aussi par les petites bêtes qui, bien avant l'incendie, à mon avis, avaient quand même déjà fait quelques petits dégâts. Et on a été très, 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 très heureux, il y a 2 ans de ça, je crois, pour les Journées européennes du patrimoine, de le redéployer de nouveau, complètement restauré. Et on l'a aussi, d'ailleurs, exposé dans la Galerie des Gobelins, lorsqu'on a fait cette très belle exposition sur les mets de Notre-Dame, les tableaux de Notre-Dame, eux aussi restaurés. Donc au rez-de-chaussée, vous aviez les tableaux restaurés de Notre-Dame et au premier étage, le grand tapis restauré. Vous voyez, voilà, typiquement, ce genre d'intervention, le genre d'intervention qu'on peut faire aussi. Et donc là, évidemment, il y a un caractère de priorité absolue. On a la chance d'avoir dans toutes nos institutions, dans toutes ces maisons dont je viens de vous parler, on a la chance d'avoir des scientifiques, des conservateurs, des adjoints de conservation, des inspecteurs du patrimoine, dont la mission est celle-là, de veiller à l'état sanitaire des collections, de veiller en permanence à leur bon catalogage. Il faut savoir ce que l'on a et où c'est très important. Et de ce point de vue-là, on est quand même je crois qu'on est quand même une institution peut-être assez fière de nous. On est assez bon parce que ça fait quand même d'abord des décennies, pour ne pas dire des siècles, que l'on suit à la trace toutes les collections que nous avons. Donc on a maintenant des fichiers informatiques extrêmement précis et précieux qui retracent d'ailleurs tout l'historique d'un meuble ou d'une pièce, qui retrace d'ailleurs tous les endroits où ces pièces ou ces meubles ont été d'ailleurs déposés, dans un château, puis dans un autre, puis dans un ministère, et puis dans un autre, parce que chez nous, les choses bougent beaucoup de place. Donc ce qu'on appelle, on fait des récollements régulièrement. Et d'ailleurs, toutes ces collections, on a eu à cœur, il y a maintenant 5 ans de ça, de les mettre en ligne. Donc, tous les auditeurs, tous les citoyens peuvent, en allant sur le site du Mobilier National et en tapant sur l'onglet Collections, avoir affaire à peu près maintenant, on est à au moins 80 000 ou 90 000 notices qui présentent ces collections, parce que ce sont des collections publiques, ce sont des collections nationales. Donc, il est important que tous les citoyens sachent ce qui est conservé en leur nom dans notre institution.
Oui, parce qu'on n'a pas parlé, ce n'est pas la question qui fâche, mais il y a une notion de budget dans tout ce que vous faites. J'imagine que vous avez des contraintes budgétaires. Vous dépendez du ministère de la Culture, c'est ça? Oui, absolument. On dépend du ministère de la Culture. Alors nous sommes soumis évidemment au vote du budget qui est décidé par les parlementaires, hein, et nous sommes en pleine actualité de ce point de vue-là budgétaire. Donc nous avons un budget de fonctionnement, un budget d'investissement. Nous avons aussi droit à avoir un certain nombre d'employés, d'artisans, de fonctionnaires, bref, de personnel est souvent très qualifié chez nous. Donc on doit tenir compte, c'est normal, en responsabilité de ces contraintes. Voilà. Moi, ce que je peux dire, en tout cas, pour les maintenant 6 ou 7 années d'exercice où je suis là, c'est que nous avons bénéficié vraiment du soutien du ministère de la Culture et que dans un contexte une nouvelle fois contraint, comme vous le rappelez, nous avons fait la démonstration, je crois, de notre capacité quand même d'ouverture. C'est une maison qui était un petit peu réputée fermée pendant un certain temps, donc on a vraiment tourné cette page du secret, comme si c'était le secret de l'État ou le secret du roi. Vous voyez, je pense que non, on est dans une république transparente, on ne peut plus entretenir ce type d'image comme cela. Donc on a vraiment ouvert largement nos portes. On a élargi nos missions, je crois, une nouvelle fois au soutien à tout cet écosystème des métiers d'art, parce que je crois que c'est aussi le rôle d'une institution publique et d'un service public de ne pas se préoccuper que de soi-même, mais de se préoccuper aussi du domaine d'activité dans lequel il a une place importante à jouer. Et donc, nous, c'est ce que nous avons vraiment voulu faire, c'est-à-dire devenir une sorte de porte-parole, de porte-voix, je dirais, de ces métiers d'art, de ces métiers de savoir-faire, qui n'en avait pas tant que ça, finalement, vous voyez. Et d'ailleurs, on s'en était rendu compte au moment de la crise du Covid, où quand il a fallu fermer les salles de spectacle, eh bien, oui, on entendait à la radio Ariane Mouchkine, Olivier Py, enfin, il y avait des porte-voix, il y avait des grandes figures qui s'émouvaient du fait que l'on n'ait pas considéré la culture comme étant un élément essentiel qui devait demeurer ouvert. Moi, je ne reviens pas sur le sujet, ce n'est pas mon propos, mais en tout cas, on s'est rendu compte que oui, il y avait aussi tous ces petits ateliers de savoir-faire, ces ébénistes, ces marketeurs, ces gens qui travaillent la laque, la marqueterie de page, je ne sais quoi. Voilà. Ils étaient fermés aussi, pas beaucoup de monde pour parler pour eux. Et donc, je pense que le fait d'avoir, en tout cas, ça a été ce qui a été recherché, le fait de rassembler nos ateliers manufacture de l'État au sein d'un établissement qui s'appelle maintenant Manufacture Nationale, ça avait aussi pour objectif de créer un opérateur public, mais qui puisse parler aussi au nom de cet écosystème, de cet extraordinaire, je dirais, réseau d'ateliers privés, de petits ateliers privés de savoir-faire qu'on a partout en France. Donc c'est important pour cela. Et donc je crois que le fait qu'on se soit, je dirais, emparé de ce sujet, qu'on ait vraiment essayé de nous ouvrir, je vous dis, vraiment le plus largement possible, a été vraiment une action qui a été non seulement entendu, mais encouragé par le ministère de la Culture. Et donc, dans un contexte qui est difficile, je dois reconnaître que nous avons été soutenus, donc tant mieux. Voilà. Oui. Et pourvu que ça dure. Oui, vous le disiez, là, c'est une institution dont on entendait peut-être un peu moins parler avant, qui pouvait être perçue comme austère ou un peu administrative finalement. Et vous menez plein d'actions, vous faites beaucoup d'expos et d'événements. Donc, c'est important de faire rayonner tout ça à travers des expositions qui sont publiques. Par exemple, il y en a encore en ce moment, tout Absolument. le temps. Absolument. On fait des expositions le plus large public, ouvertes et destinées au plus large public possible. En ce moment, on a une exposition qu'on vient d'ouvrir et qui d'ailleurs marche très bien. On en est très heureux. Il y a beaucoup, beaucoup de visiteurs, qui s'appelle France-Inde, ce qui se trame, et qui est une histoire croisée de l'Inde et de la France, mais au travers la question du textile, parce que l'Inde est un riche pays de création et de production en termes de textile, la France aussi. Alors, ce qui était assez connu, je crois, en tout cas de beaucoup de gens, c'est qu'il y a eu au XVIIe et au XVIIIe siècle l'arrivée en France
de ce qu'on a appelé les indiennes, qui étaient des tissus qui n'étaient pas tissés en fait, enfin qui étaient tissés mais imprimés. C'est-à-dire que le décor est imprimé, le décor n'est pas tissé, le décor est imprimé. Et c'est ce qui a donné chez nous la toile de Jouy en quelque sorte. La toile de Jouy, c'est la réponse française à cette invasion des toiles imprimées d'Inde. Donc il y a cette partie de l'histoire qui est quand même un peu connue, surtout si on parle de la toile de Jouy, tout le monde la connaît. Mais ce qui était moins connu, c'est le fait que la France aussi, en fait, a influencé aussi l'Inde, grâce à notamment la dentelle, les points de dentelle, et notamment la dentelle d'Alençon, a eu un immense succès en Inde. Et encore, vous avez en Inde des ateliers où ils pratiquent la dentelle d'Alençon, ce qui est assez amusant. Nous qui avons en quelque sorte volé aux Vénitiens le secret de la dentelle, on se les fait voler aussi par les Indiens après. C'est souvent l'histoire de nos techniques. C'est une histoire qui circule comme ça de pays en pays. Et puis, il y a eu aussi la création du métier jacquard en France et de la très grande maîtrise des soyeux lyonnais qui ont créé des brocarts de soie, des lampas de soie, enfin bref, des tissus magnifiques avec des broderies, avec donc une nouvelle fois des tissages très sophistiqués, et dont les Indiens ont été absolument fous également au XIXe siècle. Donc c'est vraiment une histoire croisée d'influences réciproques et d'emprunts techniques d'ailleurs réciproques que nous racontons, avec également beaucoup d'acteurs et de créateurs contemporains à qui on a demandé pour l'exposition, qui a été en plus imaginée en termes de direction artistique par Christian Louboutin, qu'on connaît pour ses créations évidemment de chaussures, mais qui est un fou d'Inde depuis très 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 longtemps. Et donc, bref, on a invité beaucoup d'artistes contemporains à imaginer des créations textiles qui nous racontent cette histoire croisée, comme je vous le disais, entre la France et l'Inde. Et d'ailleurs, un autre croisement très fertile entre la France et l'Inde, c'est le tissu de Nîmes, ce tissu bleu indigo qui a été inventé en France, à Nîmes, c'est pour ça que ça s'appelle de Nîmes, voilà. Et c'est tissus de Nîmes dont sont faits nos jeans, par exemple. Et aujourd'hui, le plus grand producteur au monde de tissus bleu indigo de Nîmes, c'est l'Inde. Voilà. Et donc, il y a tout un espace, d'ailleurs, de l'exposition qui rend hommage à cette histoire amusante aussi qui fait que... Donc, c'est une expo qui est au sein de... Qui est au Gobelin, à la Galerie des Gobelins. Donc, ouais. on peut tout à fait venir la visiter. C'est ouvert du soir au matin, au Gobelin. Et c'est une exposition, vous voyez, qui est tout à fait dans le cadre, je trouve, de nos missions, parce qu'on parle de création contemporaine, mais on parle de savoir-faire autour de la question du textile. Or, nous faisons du textile. C'est quand même, ça a été une des grandes forces de la France, là encore, que d'avoir une création, et même à l'époque, une industrie textile très importante. Donc, on rend hommage à cela, et en même temps, on montre que nous avons encore, dans le domaine de la création, de la broderie, les ateliers Le Sage en termes de broderie sont extrêmement connus partout dans le monde. Donc, on leur rend hommage, et il y en a encore bien d'autres à qui nous rendons hommage dans cette exposition. Voilà, donc vous avez raison, on a, de ce point de vue-là, on a cherché à développer, je dirais, les moyens ou les lieux de rencontre entre le plus large public possible et puis nos missions, nos métiers, nos collections. Donc il y a les expositions. La prochaine, qui va avoir lieu au mois de mars, sera une magnifique exposition autour de Sèvres, pour le coup, et qui s'intitulera « Sèvres, une passion Rothschild », car les Rothschild, probablement, est la famille qui a le plus collectionné de Sèvres. Et donc, nous aurons des prêts exceptionnels de cette famille. Et nous raconterons, là encore, l'histoire de ce qu'a été une des plus belles aventures de notre artisanat d'art français, qui, effectivement, avec Sèvres, a rayonné partout dans le monde, parce qu'en termes de porcelaine, la porcelaine de Sèvres représente l'excellence de l'excellence, j'ose dire. Et si, à un moment donné, les Allemands avec Mécène, les Chinois, bien entendu, ont été parmi les meilleurs, Sèvres, à un moment donné, était aussi parmi les tout premiers, en fait, et la plus
belles des manufactures de porcelaine. Donc on va raconter cette histoire également à travers ces collections de la famille Rothschild. Donc il y a des expositions. Nous en avons d'autres d'ailleurs qui vont également être organisées à l'étranger, ce qui est une nouveauté. On ne le faisait pas ça du tout avant. Là, nous avons eu cette année une exposition, là encore, de porcelaine de Sèvres au Bard Museum à New York. On a eu une exposition de tapisserie des Gobelins au Clark Institute aux États-Unis. Et début 26, nous aurons une magnifique exposition de tapisserie également en Chine, à Shenzhen. Et nous avons encore bien d'autres projets. Alors voilà, il y a ces expositions en France et partout dans le monde. Et puis, il y a aussi notre présence sur des grands salons professionnels, parce qu'une nouvelle fois, nous ne sommes pas que dans une approche muséale ou patrimoniale. On veut s'inscrire dans l'économie réelle et surtout, on veut aider les ateliers, on veut aider ceux qui, dans le privé, pratiquent ces métiers d'art. On veut les aider à s'inscrire dans une économie réelle. C'est vrai que nous, du coup, on a des moyens parfois de se projeter sur des grands salons internationaux, comme par exemple le salon Révélation China qui a eu lieu à Shanghai. Est évident qu'un petit artisan, il n'a pas forcément les moyens, la possibilité de partir comme ça tout seul, la fleur au fusil à Shanghai. Donc on est parti avec un certain nombre de créations, d'ateliers qu'on a exposés là-bas. On le fait aussi aux États-Unis au moment de We Design ou de Wanted Design. On le fait également à Milan, au Salone des Mobili, qui est le grand rendez-vous de la création et du design. Voilà, et cette année encore, on va y participer et emmener là aussi de jeunes créateurs français, de jeunes designers français. Vous voyez, c'est le rôle de porte-étendard dont je vous parlais tout à l'heure. Et le fait qu'on ait, nous, évidemment, d'un point de vue institutionnel, et puis en termes de moyens, la possibilité d'entrouvrir des portes pour pouvoir avoir accès à ces grands salons internationaux. On en profite pour montrer ce que nous faisons, bien sûr, mais aussi pour montrer ce que font les gens qui sont dans le même domaine d'activité que le nôtre, mais qui, eux, n'ont pas la chance d'avoir les pouvoirs publics derrière eux. Et nous les aidons, justement, nous cherchons en tout cas à les aider à avoir, entre guillemets, pignon sur rue, comme on aurait dit auparavant, y compris sur cette scène internationale. Voilà. Et on a des partenariats de ce point de vue-là très, très nouveaux et très, très forts, avec Ateliers d'Art de France, par exemple, avec les entreprises du patrimoine vivant, avec qui nous travaillons vraiment beaucoup. Voilà, vous voyez, on essaye de s'unir. Souvent, on dit que les Français sont très, très individualistes et ne travaillent pas suffisamment ensemble. Nous, dans notre domaine, je crois qu'on arrive à bien travailler avec les autres et que, je vous dis, ces grands regroupements de petites et moyennes entreprises que sont une nouvelle fois Ateliers d'Art de France ou bien les entreprises du patrimoine vivant, qui sont deux grands syndicats, en quelque sorte professionnels dans ce domaine-là. On a vraiment des partenariats privilégiés avec eux et on travaille avec eux vraiment en très, très, très bonne intelligence et on essaie de s'aider mutuellement, en quelque sorte. Voilà. Et on va me demander, est-ce que le Mobilier National, là où on est, ce site qui est magnifique et unique dans le 13e, est-ce que ça se visite ? Ça se visite quand on vient voir les expos, mais est-ce que les collections de mobilier dont on parlait au tout début, on peut les voir ? Oui, absolument. On peut les voir, ce qui aussi est un petit peu nouveau. Avant, c'était un peu Fort Knox, honnêtement. Maintenant, on a un opérateur culturel qui s'appelle Cultival et en ligne, on peut très facilement s'inscrire pour des visites du Mobilier National et on a la possibilité, la chance de visiter les ateliers, les réserves du Mobilier National ou des manufactures des Gobelins. Et évidemment, pour les Journées européennes du patrimoine, nous sommes entièrement ouverts, ce qui n'était pas le cas il y a 7 ans encore. Donc c'est pour vous dire qu'on était dans une culture du secret qui était un petit peu étonnante, un petit peu aussi anachronique. Donc voilà. Donc maintenant, on est vraiment totalement ouvert et on est heureux, au contraire, d'ouvrir nos portes. Ouais. On a bientôt terminé. J'ai juste quelques questions sur vous, plutôt votre rôle. Ce dont, pour faire une passerelle, est-ce que vous disiez comment on exerce son rôle à la tête d'une maison comme ça, qui est quand même très ancienne, où les traditions sont fortes, pour transformer un peu les choses. Et puis même, on a parlé beaucoup des savoir-faire, de maintenir, de la transmission, mais il y a aussi, j'imagine, beaucoup d'innovation, etc. Comment vous combinez tout ça ? Écoutez, je crois que j'ai la chance d'exercer mes fonctions dans une maison
qui m'a toujours intéressé, qui m'a toujours passionné. Moi, je suis conservateur du patrimoine d'origine, donc j'ai toujours navigué dans le domaine du patrimoine et de la création, en tout cas. Le ministère de la Culture est mon ministère, en quelque sorte. Bon. Et j'ai toujours été très admiratif et très au fait de ce que pouvait être cette maison, ces ateliers, ces manufactures. Et quand je suis arrivé ici, j'avais un projet vraiment bien établi. Ça peut paraître pédant ou un peu prétentieux de dire ça, mais j'avais une vision. En tout cas, j'avais la conviction, l'intuition qu'un jour, on pourrait remettre en cause l'existence et l'intérêt de l'existence d'une telle maison si on était perçu comme étant un élément de train de vie de l'État, pour être très, très clair et schématique. Et qu'il fallait absolument faire comprendre au plus grand nombre, et aux citoyens notamment, que non, nous n'étions pas du tout un élément de train de vie de l'État, que notre mission, elle est bien plus large que cela, je dirais, elle n'est même pas du tout celle-là, que notre mission, et cela depuis des siècles, c'est de servir l'excellence des métiers de savoir-faire, dans le domaine de la restauration comme de la création. Que dans le domaine des arts appliqués, des arts décoratifs, nous étions probablement ce qu'il y avait de meilleur, et qu'il fallait le faire savoir et le revendiquer fièrement et non pas le cacher comme si c'était une espèce de péché d'orgueil ou justement on le cachait en se disant « Oh là là, attention, qu'est-ce que vont penser les gens du fait qu'on investisse autant dans la conservation de ces savoir-faire plusieurs fois séculaires ?» Et bien non, évidemment, en France, on a la chance d'avoir un pays où le patrimoine est une passion française et où le patrimoine et la création, le mariage en tout cas entre le patrimoine et la création, à partir du moment où on les montre, on explique ce que l'on fait, recueille au contraire le soutien de nos concitoyens qui sont au contraire, je crois, assez émerveillés, heureux et fiers qu'on ait conservé ces savoir-faire et qu'on les conserve, mais la façon dont nous les conservons n'est pas celle d'un simple conservatoire, justement. On les conserve parce qu'on les marie, si j'ose dire, dans le contemporain. On travaille toujours dans le contemporain. Je vais vous citer un exemple qui est peut-être le plus emblématique de ce que nous faisons et de ce que nous représentons. On a la chance d'avoir reçu la commande de 7 tapisserie pour la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce qui est merveilleux parce que c'est un monument insigne qui dépasse de beaucoup même son simple symbole religieux. C'est un élément culturel et identitaire de notre pays qui était extraordinaire. Et donc nous avons eu la chance nous avons la chance de pouvoir réaliser, c'est en cours en ce moment dans nos ateliers, 7 tapisseries qui vont orner les chapelles latérales gauche de la cathédrale. Et donc, pour cela, on fait appel évidemment à des savoir-faire qui sont plusieurs fois centenaires, mais avec des artistes très contemporains. Et on a fait un appel d'offres, si j'ose dire, et on a créé un jury et on a sélectionné 2 artistes, Michael Hermitage et Miguel Barceló, qui sont donc 2 artistes qui ont proposé les cartons, comme on dit, à partir desquels nous allons réaliser ces tapisseries. Voilà, c'est très caractéristique de la démarche qu'est la nôtre, de faire vivre cet art séculaire de la tapisserie, mais je pourrais parler du mobilier ou de la porcelaine de la même façon, mais au bénéfice de la création contemporaine et au bénéfice de la contemplation, après ça, de nos citoyens qui les découvriront un jour dans la cathédrale Notre-Dame. Voilà. Donc je pense que c'était très important et moi, quand je suis arrivé ici, j'avais cette conviction qu'il fallait vraiment ouvrir les portes de la maison, terminer cette espèce de goût du secret qui était, à mon avis, nuisible et qui aurait pu nous être reproché à un moment donné et qu'on n'avait pas à être, je dirais, à rougir de ce que nous faisions. Bien au contraire. Voilà. Je crois que c'est le tournant qu'on a vraiment pris et aujourd'hui, le succès public de nos expositions, le nombre considérable de visiteurs qu'on a à chaque journée européenne du patrimoine, près de 20 000 personnes généralement, et 20 000 personnes qui ressortent émerveillés. Voilà, ça veut dire qu'on a complètement réussi à faire comprendre réellement le sens de notre mission et de notre maison. Qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus au quotidien et à l'inverse, quel est votre défi ?
Alors, ce qui m'enthousiasme le plus au quotidien, moi, c'est quand j'ai l'opportunité de passer dans les ateliers manufacture. J'adore voir ce qui s'y passe. J'adore voir un meuble qui est en train de se faire restaurer et qu'on m'explique, parce que moi, je n'ai pas la connaissance de nos techniciens d'art, et qu'on m'explique qu'on est en train de faire une greffe de bois pour renforcer telle chaise, un plaquage ou un vernis qu'on va refaire de telle façon, etc. J'ai même fait des petits stages de temps en temps d'initiation pour notamment le vernis. J'adore le vernis, le vernis au tampon. Bon, bref, j'adore passer dans les ateliers. Pour moi, mon plus grand plaisir, mon plus grand bonheur, c'est ça. Et le côté le plus ingrat, parce qu'il y a toujours un côté un peu plus ingrat, c'est plutôt les tâches administratives qui sont nécessaires, absolument nécessaires, et donc il ne faut absolument pas renoncer, je dirais, mais qui ne sont pas les plus exaltantes non plus. Elles sont nécessaires, mais très clairement, ce qui m'exalte et ce qui, moi, me procure beaucoup de bonheur, c'est de voir les ateliers, de descendre dans les ateliers, de voir les gens qui savent faire, et transformer la matière, parce qu'en permanence, c'est ça, en fait, on est dans la transformation de la matière. Les défis que nous avons, c'est de poursuivre cette politique d'ouverture, bien sûr, mais surtout d'arriver, de réussir à faire en sorte que ce secteur si riche de compétences en France, d'une façon générale, et là je parle de nouveau de tous ces dizaines, pour ne pas dire ces milliers de petits ateliers de savoir-faire qui existent en France et que nous connaissons tous dans nos régions. Partout, il y a des potiers, il y a des céramistes, partout, il y a des ébénistes, partout, il y a des gens qui font de la marqueterie, bref, il y a plein de métiers d'art qui existent en France, il y a des ferronniers d'art, il y a des... Enfin bref, et donc le plus grand défi, c'est de faire en sorte que tous ces savoir-faire soient transmis. Et donc ça, c'est un des enjeux d'ailleurs que nous avons dans notre établissement nouveau, c'est la création d'un centre de formation des apprentis pour les métiers qui sont devenus orphelins de formation initiale. Il y a plein de métiers pour lesquels il n'y a plus de formation initiale. Des trucs tout simples, par exemple les parquets. Enfin, on connaît tous les parquets, les beaux parquets. Il n'y a plus de parqueteurs, on ne sait plus enseigner le fait de parqueter. Les mosaïstes, les belles mosaïques, il n'y a plus de formation de mosaïstes. Je parlais du métal, les dinandiers, parfois la ciselure du métal. Enfin, bref, il y a plein de formations qui manquent. Donc nous, notre objectif et notre enjeu, je vous le dis, c'est une nouvelle fois de soutenir ces milliers d'ateliers qui existent, de faire en sorte que le savoir-faire ne se perde pas, d'arriver parfois, nous, grâce à notre centre de formation des apprentis, à recréer des formations initiales pour que des petits ateliers puissent être transmis à des gens qui auront de nouveau, eux, les connaissances nécessaires pour pratiquer certains métiers d'art. Donc le défi que nous avons, je crois, c'est celui-là, c'est de réussir vraiment à faire en sorte que ce domaine d'activité que nous avons partout sur notre territoire et qui a une dimension culturelle, qui a une dimension sociale, qui a une dimension économique, soit le plus prospère possible et le plus reconnu possible. Voilà. Nos citoyens le reconnaissent. Tout le monde est attaché à ces métiers de savoir-faire. On voit bien se démultiplier partout sur le territoire des salons des métiers d'art. Ce sont toujours des succès et tout le monde est toujours absolument époustouflé, ébahi par les savoir-faire qu'on peut y déployer. Maintenant, au-delà de ça, il faut s'assurer que ça soit une activité économique viable. Il faut s'assurer une nouvelle fois de leur transmission et de leur expansion. Voilà, le vrai défi pour nous, il est là, je crois. Ouais. Est-ce que vous avez un coup de cœur pour une collection, un produit en particulier, quelque chose qui a été créé? Ça va être difficile de choisir, mais là, si vous pouvez partir avec Voilà. Alors, si je devais repartir avec quelque chose, il me faudrait un semi-remorque, je pense déjà, parce que je partirais avec beaucoup de choses. C'est très difficile à dire. Si je devais partir, disons que je vais choisir peut-être. Vous m'autorisez à une pièce par grande collection, par grande série de créations qu'on peut avoir chez nous. Si je partais avec du Sèvres, avec des pièces de Sèvres, je partirais avec les 3 coupes de Sèvres, en bleu Sèvres d'ailleurs, qui ont été faites par un designer italien qui s'appelle Michele De Lucchi.
3 coupes absolument magnifiques, montées sur bronze, ce sont des splendeurs. Donc si je dois partir avec du Sèvres, je partirai avec ces 3 coupes de Michele De Lucchi. Si je devais partir avec une tapisserie, je serais bien embarrassé, je crois, mais je partirais peut-être avec une tapisserie d'Aurélie Matigot que j'aime beaucoup, qui est un travail en plus de surbroderie, si j'ose dire. Enfin bref, qui est une tapisserie que j'aime beaucoup. Si je devais partir avec une savonnerie, un tapis de la savonnerie, alors là, je n'hésiterai pas. Je partirai avec un tapis de Julien Gardère qui s'appelle Les Javelles, qui était un tapis d'ailleurs qui a été longtemps dans le salon doré du Palais de l'Élysée. Donc je l'ai foulé, si j'ose dire, quand j'ai eu l'honneur parfois d'être dans ce salon. Et ça, c'est un tapis avec lequel je partirais, mais sans hésitation. Et si je devais continuer mon ameublement imaginaire, si j'ose dire, en termes de mobilier, je partirais, c'est très compliqué peut-être, avec un très beau bureau qui a été fait récemment avec Benjamin Grindorge et le studio Imer et Malta. C'est un magnifique bureau gainé de cuir marron et avec également une bibliothèque qui est faite de marqueterie de bois. Comme on faisait des marqueteries au XVIIe, au XVIIIe siècle, mais c'est une marqueterie contemporaine qui représente comme une forêt de bouleaux. Cet ensemble est absolument merveilleux. Je pense que ça irait très bien sur le tapis de Julien Gardère et je pourrais y mettre également mes 3 vases de Sèvres de Michele De Lucchi et j'ajouterais probablement une dentelle de Christian Jacquard, une dentelle faite au puits. Donc vous voyez, je pourrais pas partir avec mais je partirais bien volontiers avec un ensemble, oui. Et dernière question culte aussi dans Décodeur, si vous deviez faire un dîner, vous avez le droit à des personnalités, qu'elles soient vivantes ou décédées, ultra connues ou pas, qui seraient-elles ? Alors, dans mon domaine d'activité pas forcément. Ou pas forcément. Alors, écoutez, je vais vous dire franchement, si j'avais la joie, le bonheur, la possibilité de faire une table idéale en ce moment, je crois que j'inviterais à ma table, si j'ose dire, je ne suis pas persuadé qu'ils accepteraient tous, mais en tout cas, j'inviterais à ma table des grands humanistes. Je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment quelque chose dont on aurait besoin, et moi, en tout cas, j'apprécierais de dîner avec Simone Veil, la grande humaniste, hein, pas la femme politique, que je respecte par ailleurs beaucoup, mais avec Simone Veil, j'adorerais dîner avec Albert Camus, j'adorerais dîner avec Nelson Mandela, j'adorerais dîner avec Sœur Emmanuelle ou Sœur Teresa, j'adorerais dîner avec Nelson Mandela, j'adorerais dîner avec quelques hommes et femmes qui ont été des grands humanistes, qui ont été des politiques, qui ont été des gens engagés, mais avec une vision de l'homme, donc j'ai l'impression que parfois, peut-être, elle pourrait un peu nous manquer aujourd'hui, ou en tout cas, ma table idéale, ça serait celle-là, en tout cas. Si tous ces gens acceptaient de venir, j'en serais extrêmement heureux. C'est moi qui suis très heureuse de cette interview. Merci beaucoup, Hervé Lemoine, pour la générosité de vos réponses. C'était passionnant. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes et retrouver tous ceux qui ont déjà été enregistrés. N'hésitez pas non plus à le partager en l'envoyant à vos proches qui pourraient être intéressés ou en story Instagram. D'ailleurs, on peut se retrouver sur le compte Décodeur où je poste très régulièrement. Et si jamais vous avez 15 secondes, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles ou un avis. C'est juste sous la liste des épisodes. Non seulement ça me fait très plaisir, évidemment, mais dans la jungle des podcasts, plus on a de notes, plus on se fait remarquer, ce qui est très important pour moi. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.